Années 80, c'est l'alarme en Méditerranée. La mer étouffe sous la pollution, les eaux sont impropres à la baignade. Des biotopes entiers sont détruits. Plusieurs espèces sont menacées de disparition imminente. Pierre Boisserie, expert en eau côtière à l'Agence de l'eau, évoque le sentiment dominant à l'époque. Le grand public et les scientifiques sont inquiets. C'est la catastrophe, la mer Méditerranée est en train de mourir et c'est inéluctable. Les égouts directement déversés en mer, les rejets d'hydrocarbures et de déchets de toutes sortes, la construction de nouveaux ports, le bétonnage effréné du littoral, la surpêche, l'ignorance des problèmes écologiques et l'indifférence à leur égard sont mises en cause. La communauté scientifique en fait, s'est fortement mobilisée, donc, notamment en matière de communication, sensibilisation. Ils informent en fait, le grand public, ils mobilisent les décideurs et les élus et ils réussissent, grâce à cette mobilisation forte et à une grande volonté, à faire prendre conscience de la nécessité d'agir. Qu'a-t-on fait depuis, en 30 ans? De Cerbère à Vintimille, que peut-on voir sous la mer aujourd'hui, dans les 60 premiers mètres de profondeur? Quelques exemples d'actions de préservation conduites sur cette côte, accompagnés de quelques témoignages d'observateurs et d'acteurs du changement sur le littoral méditerranéen français, vont nous fournir autant d'éléments de réponse. Par certains côtés, la Méditerranée française ne va pas si mal. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je revenais de la plage avec du cambouis dans les pieds. Il y a eu la création des parcs nationaux, Port-Cros et le parc des Calanques. Il y a les stations d'épuration, il y a l'éducation à l'école, il y a l'implication des collectivités, le tri sélectif et d'une façon générale, l'implication des parties prenantes. Voilà, aujourd'hui, les plaisanciers ou les usagers de la mer sont beaucoup plus respectueux de l'environnement qu'autrefois. À tel point même que le commandant Cousteau, au siège des Nations Unies en 1979, a parlé de mort de la Méditerranée. Finalement, aujourd'hui, en 2021, on peut constater que la Méditerranée n'est pas morte. Et si la Méditerranée n'est pas morte, c'est pas parce qu'à l'époque on faisait le mauvais constat, c'est que depuis 30 ans, en fait, on a agi. Tu plonges, tu as l'impression qu'il n'y a jamais personne qui a plongé, quoi. C'est une découverte, c'est des poissons à profusion, c'est une vie sous-marine qui est dense, qui est bien organisée. Et puis c'est vrai que j'avais envie, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, c'était pas tomber dans le cliché pur et dur, ça y est, c'est fini, c'est une catastrophe. Je pense qu'au contraire, c'est de dire il faut rester optimiste, il y a des beaux projets qui se mettent en place, il y a des gens qui œuvrent parfaitement dans ce système-là. Et comme je dis, j'ai eu la chance de connaître la Méditerranée très jeune, quand j'ai commencé à plonger. J'ai vu l'évolution qu'il y a aujourd'hui, et je me dis, voilà, aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à faire, c'est maintenant. Alors, la baie de la Ciotat, c'est la plus belle baie du monde, bien sûr. Blague à part, j'ai observé en 25 ans de plongée entre Marseille et la Ciotat des évolutions significatives. Certaines espèces se sont raréfiées, comme les crustacés ou les oursins, sans doute dû à des prélèvements importants. D'autres espèces se sont multipliées en revanche, comme les dentis, les mérous, mais aussi les thons, et puis leur nourriture, la petite friture, les poissons style sardine, qu'on voit de plus en plus. C'est vrai que les constats sont variables. C'est une question qu'on me pose très souvent, parce que j'ai un peu plus de entre 6 et 7 000 plongées. C'est vrai qu'on voit l'évolution. Alors, personnellement, je ne peux pas dire qu'il y a moins de poissons qu'avant, parce que pour certaines espèces, il y en a beaucoup plus. Certaines espèces ont un peu régressé, dans certaines espèces abyssales comme le grondin perlon ou quoi, c'est vrai qu'on en voit moins. Par contre, au niveau des sparidés, des mérous évidemment, des barracudas, etc., il y en a beaucoup plus. Ce qui a changé, c'est le comportement. Le comportement des spécimens, il a quand même changé, mais ça c'est compréhensible parce que au fil des décennies, le plan d'eau est de plus en plus fréquenté et les animaux, ils ne sont pas plus couillons que ce qu'on pourrait croire, c'est qu'eux, ils évoluent, ils s'habituent à la surfréquentation du plan d'eau, ils s'habituent aux engins de pêche, ils s'habituent à reconnaître un chasseur d'un plongeur et ils savent garder la distance et les poissons sont de plus en plus méfiants. Mais que ce soit sur l'écran d'un sondeur ou que ce soit à travers les vitres d'un masque, c'est vrai que la biomasse de poissons dans la baie de la Ciotat, on dira entre Marseille et Toulon, parce que c'est un peu la zone de prédilection, elle est considérable.
Alors, quel type d'actions ont été mis en place dans les actions qui ont permis en fait, à la Méditerranée de mieux se porter, il y a effectivement l'assainissement, la lutte contre la pollution, quoi. Mais on a également amélioré les connaissances, on a mieux caractérisé le milieu, on a mis en place des politiques de gestion. Partout maintenant, y compris et surtout sur notre littoral méditerranéen français, on trouve des structures de gestion, des gens qui œuvrent en fait à concilier la protection de l'environnement et le développement des activités économiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut quand même respecter que chacun soit à sa place, que au niveau des professionnels comme au niveau de la pêche récréative, il n'y ait pas d'excès. Et c'est vrai qu'il y a des nouvelles méthodes de pêche qui sont apparues et qui sont relativement on va dire, performantes, depuis qu'ils ont inventé les jigs, la traîne lente, etc. etc. Il y a certaines espèces comme le danti qui ont quand même bien morflé. Et il y a un moment où il faut savoir s'il ne faut pas mettre des périodes de calme sur les prélèvements. Mais bon, ça se discute, c'est ce qu'on fait avec le parc des Calanques ou d'autres entités. Après, je crois que les grands enjeux aujourd'hui, il ne faut pas oublier le lien fondamental entre l'océan et le climat. Et malheureusement, la biodiversité dépend de ce lien entre l'océan et le climat, puisque de cette interaction océan-climat vont dépendre les sécheresses et les inondations et d'une façon générale le cycle hydrique. Forcément, on rencontre de nouvelles difficultés, de nouveaux problèmes. Les apports partant de pluie, par exemple, si on a maîtrisé les stations d'épuration, quand il pleut, l'eau ruisselle en fait, sur les routes et ça amène des contaminants à la mer. Donc on travaille en fait, de manière spécifique pour limiter ces apports partant de pluie. On a la problématique des macrodéchets, on a des nouvelles molécules, et notamment les molécules pharmaceutiques par exemple, qui arrivent et qui nous questionnent énormément, on a les microplastiques. Je crois que ce qu'il faut surtout retenir en fait, c'est que finalement, quand on veut agir en fait, en faveur de la Méditerranée, on mobilise des moyens et quand on mobilise des moyens, on est efficace. Il faut arrêter les rejets toxiques en mer, quels qu'ils soient. Il faut faire respecter drastiquement l'impact des mouillages des grandes unités sur les habitats d'espèces marines protégées, comme la Posidonie. Ça fait 30 ans qu'on se bat et à peine maintenant on commence à avoir une amélioration sur la législation. Aujourd'hui, la Méditerranée, elle s'organise, elle évolue. C'est vrai qu'il y a des mentalités à changer, il y a des façons de travailler qui sont peut-être différentes. Mais gardons espoir, c'est pas fini, au contraire. Quand on voit ce qu'on a vécu dans les années 60 sur certains problèmes, qui ont été éradiqués aujourd'hui, on se dit qu'il faut continuer dans le même principe. Un moniteur qui faisait un baptême de plongée, il coupait un oursin en deux et les jurelles venaient manger l'oursin, ça offrait un spectacle aux baptisés. Là, aujourd'hui, c'est complètement inconcevable. Alors si on dézoome en fait de la Méditerranée et qu'on arrive sur la baie de la Ciotat, je crois que le premier constat à faire, c'est que c'est une baie qui est plutôt en bonne santé, quoi. Donc ça c'est un élément. Et pour preuve en fait, toute l'activité de plongée qui est autour de la baie, elle est nombreuse. Elle montre bien que finalement les fonds marins sont intéressants et qu'on y retrouve de la vie marine, des poissons, du coralligène, de l'herbe bien santé. Et ça c'est important, quoi. Là, à l'endroit où on est, là, c'est un peu tôt, mais dans 2 heures ou 3 heures, là, derrière nous, il se lève des chasses de poissons pas possibles, des thons, etc. Et tu vois les oiseaux, ils sont comme des fous. Et ça marque bien les quantités de spécimens qu'il y a dans la flotte. Quand on est au Palier, sur la Pierre du Levant ou sur le Rosier, on n'a jamais vu autant de gros poissons que dans les dernières années, surtout cette année au niveau des tonidés. Mais bon, c'est vrai que les chasseurs qui sont encore actifs, ils constatent tous que les poissons gardent une distance. Voilà. Aujourd'hui, les poissons en Corse aujourd'hui, c'est les poissons d'il y a 50 ans chez nous. Enfin, je crois que l'éducation doit continuer, doit s'accélérer. Je crois qu'il faut que les plaisanciers comprennent que quand on arrache 50 cm² de Posidonie, il faudra presque un siècle pour la recréer. Il faut que les
que les usagers comprennent que la posidonie, c'est au moins autant d'oxygène que la forêt primaire et que c'est également l'habitat et la nurserie de nombreuses espèces. Si j'avais un message à faire passer, c'est plus au niveau de la pollution invisible. Je pense en particulier à l'ambre solaire qui se déverse avec les baigneurs sur les plages. Je pense aussi aux microfibres issues des vêtements textiles synthétiques. Et puis aux molécules pharmaceutiques qui sont déversées dans les égouts dans la mer. Au plus tu en as, j'ai 66 ans et j'en apprends quasi tous les jours et j'essaie de retransmettre ça. On partage beaucoup parce que dans ce métier, on côtoie des gens super intéressants. Hein. C'est grâce à ça que je travaille en collaboration avec Laurent Balesta, avec toute son équipe et d'autres scientifiques du GIS Posidonie ou autres. Et on échange beaucoup. Et c'est grâce à ça aussi qu'on peut faire évoluer les choses. J'ai même réussi à convaincre des gens qui étaient un peu comme je l'ai été, parce que je le reconnais, issu du milieu un peu du braconnage, dans les temps jadis, d'expliquer, quand on explique à quelqu'un qu'il ne faut pas flinguer les petits mérous parce que c'est des femelles et compagnie, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a très peu de chasseurs sous-marins qui vont passer à l'acte, parce qu'ils savent qu'un petit mérou c'est une femelle et qu'elle est en pleine période de reproduction et qu'elle peut être à terme relativement jeune. Et ça, si on ne l'explique pas, moi on me l'avait jamais expliqué quand j'étais gosse. Et le premier mérou que j'ai flingué, il faisait 2 kilos, quoi. Enfin, je crois qu'il faut surtout aider la science et surtout les plongeurs scientifiques. L'équipe de l'Institut océanographique Paul Ricard a eu beaucoup de chance de pouvoir donner cet espace de recherche qui varie à la fois la recherche sous-marine et la recherche en laboratoire pour vraiment mieux comprendre les interactions et la fragilité de ces écosystèmes. Et d'ailleurs, je passe mon temps à inviter les entreprises à faire du mécénat scientifique en faveur des sciences de la mer. D'ailleurs, c'est le rôle de la décennie des Nations Unies pour l'océan, puisque c'est la première fois que l'ONU décrète une décennie pour les sciences de la mer en faveur de l'environnement. Voilà, en fait, je voudrais surtout féliciter les gens qui ont porté dès le départ la plongée sous-marine, car elle nous a considérablement ouvert les chemins de la compréhension et de la connaissance, et on ne peut protéger que ce que l'on connaît mieux. Merci beaucoup et un très joyeux anniversaire au GPES. Bon anniversaire au GPES, hein, donc à titre personnel, ça me touche parce que j'ai fait mes armes en fait au GPES, quoi. Il y a quelques années en arrière, donc je voulais féliciter son président, son équipe de direction et tous ses membres, et puis tous les anciens qui ont fait en sorte que ce club existe encore au jour d'aujourd'hui. Je crois que 80 ans d'existence, c'est plutôt rare hein, pour une association, mine de rien, quoi. Et en tout cas, ce qui fait plaisir à voir, c'est que les anciennes générations, comme celles actuelles, en fait, semblent tenir à ce club et semblent vouloir œuvrer en fait, pour faire en sorte qu'il continue à se développer et qu'il continue à être finalement une référence dans le monde de la plongée, quoi. Les 80 ans du GPES, c'est quand même un événement. Hein. J'étais là aux 50 ans. Le GPES, c'était mon rêve quand j'étais gosse de faire partie du GPES, mais j'avais pas l'âge, j'avais pas 16 ans encore, et je languissais de rentrer au GPES. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus actif, on va dire, parce que je n'ai pas le temps, mais le GPES, ça reste quand même le tremplin de mon activité au travers de la chasse sous-marine, puis de la plongée, et je souhaite longue vie au GPES, et si j'ai un message à faire passer, que ce soit aux moniteurs ou aux membres du GPES, c'est de continuer à transmettre la passion de la mer et surtout le respect de la mer, que ce soit aux chasseurs, aux jeunes plongeurs et à tous les gens qui vont avoir la chance de faire un passage dans le club. Leur souhaiter déjà un très bon et joyeux anniversaire. 80 ans, c'est jeune, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est une... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un club de plongée, je crois que c'est une grande famille, et moi qui ai eu la chance de découvrir un peu de l'intérieur, notamment la salle des machines, c'est impressionnant, c'est un puissant fond d'histoire. Et puis quand on voit d'où ils ont commencé et où ils en sont aujourd'hui, c'est top, c'est top. Et franchement, si j'avais, au-delà des initiés, des adhérents, c'est de dire pour ceux qui découvrent le GPES, venez découvrir une belle et grande famille. Voilà.
L'histoire de ce club a démarré en 1941 avec une poignée de passionnés de pêche sous-marine, dont Jean-Flavien Borelli, qui a eu l'idée de créer une association pour défendre les intérêts des pêcheurs face aux professionnels. L'ambiance elle est super bien, très familiale. Ça fait pas usine comme dans les autres clubs où j'ai plongé. Et même les moniteurs sont super, ils nous apprennent plein de choses. Moi j'ai appris plein de choses grâce à eux et c'est grâce à eux que j'ai voulu continuer la plongée en grande partie. Ça c'est super parce que du coup elle vient de faire le premier clip commercial pour le GPS. Et du coup tu vas avoir droit à une ristourne de la part du GPS.